qui traitent des sujets particuliers. Et puis, vous avez bien sûr les initiatives comme Jackfin, etc. Donc, je vous réfère et je vous oriente vers ces ressources-là. Et sur les 3 prochains slides que je ne lirai pas ici, manque de temps et de patience de votre part. Je ne voudrais pas tester votre patience. Vous avez sur ces slides-là, qu'est-ce qu'une stratégie de financement pour le secteur doit contenir, à quoi elle ressemblerait et qu'est-ce qu'elle doit contenir. OK? Donc, vous avez les différentes parties et je vous laisserai les lire à votre guise et à votre convenance. Et avec cela, je termine sur le prochain slide. Je termine avec mon intervention et je remercie nos collègues de IRC qui nous avaient élaboré et partagé ces slides. Voilà. Merci beaucoup et Merci. à toi, Excel. Merci Balvan Godara. J'ai du mal parfois avec les noms étrangers et le mien est compliqué aussi. Merci beaucoup. En plus, c'était pas facile parce qu'on a eu des petits soucis avec les slides, mais je vois que maintenant tout devrait bien marcher. Et comme on vous a expliqué, on va vous renvoyer les slides. On vous les a déjà envoyés, mais on fera bien en sorte que vous ayez toutes ces informations parce qu'on rentre dans le détail dans les 3 slides. En effet, que Balvan n'aura pas le temps de présenter. Et je pense que ça vaut vraiment la peine que vous puissiez regarder en détail ce qui est mis sur ces slides. Avant de rentrer dans un espace de discussion, je voudrais donner la parole en fait à nos partenaires qui eux sont dans l'application directe de stratégie de financement et notamment commencer par la perspective du gouvernement du Burundi avec Madame Jeanne Nizigiyimana, excusez-moi si j'arrive pas à bien le dire, mais je pense qu'elle le dira mieux que moi, qui est la directrice générale eau potable et assainissement du ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines du Burundi, et qui va justement nous présenter en fait comment son pays a pu justement trouver des moyens de montrer que l'eau et l'assainissement est porteur de croissance économique et les cadres institutionnels qui ont assuré que des priorités politiques soient mises notamment sur les plus marginalisés et en termes de financement. Voilà, Madame Jeanne Nizigiyama, je vous donne la parole et nous pouvons passer donc à votre courte présentation. Merci. Oui, merci Madame. C'est Madame Jeanne Nizigiyimana. Je suis directrice générale de l'eau potable et de l'assainissement de base au ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois après la réunion de Costa Rica, mais aussi après les précédents webinaires. Ma présentation va porter sur la place que l'eau, l'assainissement et l'hygiène ont pris dans le plan national de développement que le Burundi vient de se doter. Ce qui est nouveau, c'est qu'au Burundi, l'eau et l'assainissement se trouvent désormais parmi les secteurs porteurs de croissance économique. Qu'est-ce qui a fait que ce secteur ait cette place dans le plan national de développement? C'est grâce au leadership de nos dirigeants, à commencer par notre chef d'État et le leadership de notre ministre sectoriel, mais aussi le cadre institutionnel qui est solide. C'est la combinaison de ces 2 choses qui ont fait que la priorité politique est traduite en des progrès rapides et durables. Pour bien comprendre qu'est-ce que c'est le plan national de développement 2018-2027 du Burundi, donc c'est un plan de développement décennal que le Burundi vient de se doter. Et il est adopté le 29 juin 2018 et lancé officiellement par le chef de l'État lui-même en date du 22 août 2018. Ce plan national de développement décennal tire des enseignements de la mise en œuvre des référentiels antérieurs. Là, on peut citer les plans quinquennaux, les programmes d'ajustement structurel, les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté, les OMD, j'en passe. Ce plan tient compte également des agendas internationaux, les ODD, des agendas régionaux, l'agenda Afrique 2063, l'agenda sous-régional Vision 2050 de la communauté de l'Afrique de l'Est, mais aussi de la vision nationale du Burundi 2025
où on veut le Burundi du lait et du miel. Ce plan sauvé être également le fondement d'une croissance forte, inclusive, pour permettre au Burundi de devenir d'ici 2027 le pays parmi les pays émergents. Quel est donc l'objectif de ce plan? Son objectif est de transformer structurellement l'économie burundaise pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration. Quels sont le contenu de ce plan? Ce plan est composé de 5 orientations stratégiques qui contiennent 16 axes d'intervention, 51 objectifs et aussi des programmes qui dépassent 500 projets. Alors, la prise en compte de quelle est la place de l'eau, hygiène et assainissement dans son plan, c'est que pour le moment, le secteur qui était auparavant parmi les secteurs sociaux, dans son nouveau plan national de développement décennal, donc le secteur eau, assainissement et hygiène se trouve dans l'orientation stratégique numéro 1, donc de développer le secteur porteur de croissance pour la transformation structurelle de l'économie. Elle est dans l'axe d'intervention numéro 2, dans le développement des infrastructures d'appui. Là, le secteur est parmi l'énergie, les routes, donc toutes ces infrastructures qui permettent donc le développement du pays. L'eau, assainissement et hygiène a 3 objectifs stratégiques. Premier objectif qui est d'améliorer l'accès aux services d'eau potable. Deuxième objectif qui est améliorer l'accès aux services d'assainissement de base. Et le troisième objectif qui est l'amélioration de la gouvernance des secteurs eau potable et assainissement de base. Ces 3 objectifs ont 3 programmes avec plusieurs projets. Ces 3 programmes sont approvisionnement régulier en eau potable qui est estimé à 1,211 milliard de francs là pour en dollars, donc vous allez voir, on multiplie par 1800. Il y a aussi la promotion de l'assainissement de base en milieu privé qui est estimé à 414,87 milliards de francs. Il y a aussi le troisième programme qui est le renforcement des capacités institutionnelles de services d'eau potable et d'assainissement de base qui est estimé à 23,01 milliards de francs. Le total pour cet axe d'intervention numéro 1 est de 1 648,88 milliards de francs. Le secteur de l'eau et de l'assainissement vit là et là, qui découle de la place importante qu'occupe ce secteur dans le plan national de l'assainissement et de base. Comme je l'ai dit, donc le plan national de l'eau et l'assainissement prennent désormais la place des secteurs porteurs de la croissance économique. Cette place est le résultat d'un plaidoyer fort et continu sur base des preuves scientifiques que l'eau, hygiène et assainissement adéquats et efficaces sont nécessaires pour profiter des efforts dans les autres secteurs tels que l'énergie, les infrastructures routières et l'éducation. Comme j'avais dit auparavant, c'est qu'auparavant, le secteur se trouvait parmi les secteurs sociaux, donc les secteurs que je dirais qui sont négligés. Mais pour le moment, tout le monde a compris que l'eau, assainissement et hygiène est parmi les secteurs porteurs de croissance. Donc, il y a aussi le comité technique qui a élaboré le plan national de développement a formulé un plan d'action prioritaire donc, qui montre comment ce plan va être mis en application. C'est ce plan d'action prioritaire qui contient les projets, les programmes avec les coûts donc, qui sera nécessaire pendant les 10 ans. Dans ce plan, le budget qui est accordé à l'eau et à l'assainissement dépasse 8% du budget global du plan national de développement. C'est ce qui est, je dirais, nouveau. Donc, on a bien compris que le secteur est parmi les secteurs porteurs de croissance et voilà 8%
plus de 8% est accordé à ce secteur. Vous pourrez demander comment est-ce que ce plan va être mis en œuvre, donc comment sera le suivi. Donc, il y aura une coordination de mise en œuvre de ce plan qui sera composé d'un comité national de pilotage et de coordination des politiques et programmes de développement. Ce comité aura comme mission la coordination de la mise en œuvre du plan national de développement et la formulation des réformes. Il y aura les ministères le ministère ayant en charge de la coopération au développement qui aura comme mission l'évaluation des indicateurs et des cibles. Il y aura encore le ministère ayant en charge du développement local qui aura comme mission de suivi de mise en œuvre au niveau communautaire, c'est-à-dire que son ministère ira même jusqu'au niveau des communautés et voir si les programmes et les projets qui sont dans le plan national de développement sont exécutés. Est-ce que les premiers bénéficiaires qui sont la communauté à la base, est-ce qu'ils ont bénéficié de ce qui est le plan a prévu pour eux. Il y aura encore les ministères sectoriels, par exemple notre ministère qui va suivre la mise en œuvre et qui va faire la mise en œuvre et le suivi sectoriel. Par exemple, notre ministère qui est en charge de l'hydraulique, c'est-à-dire sa mission sera la mise en œuvre, mais aussi le suivi. Mais au-delà, il y aura le comité national qui évaluera tous les ministères sectoriels sur les projets qui sont dans les missions. Donc, il y a encore le chef d'antenne provincial du plan, c'est-à-dire au niveau province, qui aura comme mission suivi l'établissement de l'état d'avancement de mise en œuvre à travers les plans locaux. Donc, c'est la coordination et la mise en œuvre est bien structurée dans ce plan et chaque activité, chaque projet sera suivi et sera, je dirais, contrôlé pour voir si ce qui est dans le plan national de développement est mis en œuvre. Ce que je pourrais souligner, c'est qu'au niveau de notre ministère, une commission ministérielle est en train d'élaborer une stratégie de mise en œuvre de son plan. Et la dite stratégie sera prête d'ici fin 2019. Donc, à notre niveau, au niveau ministériel, une stratégie est en train d'être faite. Et cette stratégie sera prête avant la fête de 2019 pour justement permettre aux institutions techniques de mettre en œuvre les projets et les plans qui sont dans le plan national de développement. Alors, quant à la pérennisation des progrès, c'est que la même volonté politique qui a réussi à faire accorder à l'eau une place parmi les secteurs porteurs de croissance économique assurera que les financements nécessaires sont levés. Donc, pour nous, les sectoriels, donc avoir la place que l'eau, assainissement et hygiène est pour le moment dans le PND, c'était volonté politique qui a fait que ce secteur et cette place dans ce plan permettra également que les financements nécessaires pour les projets seront relevés. Donc, chaque secteur sera évalué, comme je viens de le dire, dans le cadre de suivi. Le mécanisme qui sera mis en place, c'est que chaque secteur sera évalué pour assurer que les activités prévues soient réellement financées et entreprises. Pour le moment, à notre niveau, nous sommes en train de faire une estimation des financements disponibles. Cette analyse sera présentée à la haute autorité du pays pour, je dirais, des objectifs. Donc, ça sera présenté devant la haute autorité du pays et devant les partenaires pour des objectifs. L'un de ces objectifs sera de montrer à la haute autorité du pays donc les fonds qui sont alloués maintenant pour le secteur et partant faire un plaidoyer pour l'augmentation et suivant la part qui est prévue dans le PND. Ce sera également un plaidoyer au niveau des partenaires parce que chaque partenaire verra sa part. Il va voir qu'est-ce que moi je mets dans ce secteur. Et quand il va voir que sa part est plus que nulle, ça sera, je dirais,
un peu de honte pour lui, comme ça, l'année qui va suivre, il va tenir à augmenter. Et c'est comme ça que notre ministère sectoriel est en train de travailler. Et ce que je pourrais signaler, c'est que même cette année, plus de 3 milliards a été augmenté au budget que nous avions l'année passée. Donc, plus de 3 milliards a été ajouté au budget annuel qui sera utilisé cette année, c'est-à-dire nous commençons l'année en juillet pour terminer en juillet. Alors, les éléments sectoriels qui permettront de bâtir des progrès sur la base de cette priorité accrue. Donc, pour la pérennisation, il y a aussi, je dirais, un capital d'éléments sectoriels qui va nous permettre la pérennisation des progrès accrus. Là, je citerai le cadre institutionnel solide. Et nous avons plus de 5 institutions techniques en charge du secteur de l'eau potable et de l'assainissement de base. Nous avons ici les codes, là j'espérais, code de l'eau, code de l'assainissement et de l'hygiène. Nous avons également des politiques sectorielles. Là, je vais citer politique nationale de l'eau, politique nationale de l'assainissement. Nous avons également des stratégies, la stratégie nationale de l'eau, la stratégie nationale de l'assainissement. Nous avons également la stratégie nationale de la TPC et la stratégie pro-pauvre qui montre comment ne pas laisser les pauvres derrière. C'est une stratégie qui est vulgarisée et qui est tenue en considération même lors de la planification au niveau des communes et dans les plans communaux de développement communautaire. On a également, en plus de plus de 5 institutions que j'ai déjà citées, on a également l'agence de régulation qui est mise en place il y a quelques années. On a aussi l'inspection principale de l'eau potable et de l'assainissement de base qui vient d'être mise en place. Et tous ces éléments sectoriels et tous ces cadres légaux et réglementaires vont nous permettre la pérennisation des progrès déjà acquis. Alors, la combinaison des 4 facteurs assurera des progrès rapides. Il y a dans ces facteurs qui va assurer des progrès rapides. Il y a l'engagement fort de la superstructure du pays, à commencer par le chef de l'État lui-même. Là, je pourrais signaler que depuis 2016, donc lors de son discours de Nouvel An, le premier du pays, le chef de l'État lui-même, il s'est engagé dans ce combat. Ça veut dire qu'il a ordonné que chaque ménage ait une latrine adéquate et une compostière et une douche et l'autre dispositif pour, je dirais, pour l'étalage des services de cuisine. Donc, c'est ces facteurs qui nous rassurent donc la pérennisation des progrès. Il y a aussi le leadership du ministre en charge du secteur. Ce leadership, vous l'avez vu lui-même au Costa Rica, c'est-à-dire ce leadership aussi nous assure sur la pérennisation des progrès. Il y a aussi la priorité politique qui est accrue, comme je l'ai dit, et les éléments sectoriels que j'avais cités auparavant. Tous ces 4 éléments nous assurent que la pérennisation et les progrès qu'on a déjà accrus sera pérennisés. Donc, c'est ça que je pourrais partager pour mon pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci Madame, nous vous remercions, votre expérience est très très intéressante. Donc c'était juste pour vous indiquer déjà un remerciement à tous, parce que nous avons donc 9 pays présents lors de ce webinaire et une représentation de tous les acteurs de SWA de nos 5 collèges. Donc déjà aussi un remerciement à vous Madame, mais aussi à tous les partenaires qui sont là et qui écoutent avec attention cette expérience. Je vais passer maintenant la parole donc à la perspective du secteur privé avec Madame Laetitia Badolo, qui est chargée de plaidoyer senior à Niel et qui va donc nous présenter un petit peu l'état des lieux du financement du secteur et la contribution du secteur privé. Madame, la parole est à vous. Merci beaucoup. Vous m'entendez tous bien? Oui, on vous entend bien. D'accord. Donc, il m'a été demandé de présenter un peu l'état des lieux du financement du secteur et de présenter un peu la contribution du secteur privé. Étant membre
de la plateforme secteur privé de soi, de voir dans quelle mesure on pouvait proposer, si je peux le dire ainsi, des solutions et en même temps présenter ce que Niel fait précisément sur la question de l'assainissement avec maintenant le volet financement du secteur. Donc déjà, je commencerai par répondre que non, le financement du secteur n'est pas du tout équitable et il y a réellement un gap au niveau du financement parce que déjà, il y a un problème de ressources, il n'y a pas assez de ressources et selon les cas par pays, si je prends même l'Afrique de l'Ouest qui est fortement touchée par les cas de terrorisme, on se retrouve pour le Burkina, par exemple, où certaines lignes budgétaires liées à l'assainissement ont dû être réduites pour pouvoir pallier à certaines questions sécuritaires. Donc, ça joue beaucoup sur la réallocation des ressources et qui diminue l'impact, on va dire, que les changements au niveau assainissement pourraient avoir, soit au niveau même du secteur privé ou au niveau même des populations qui sont vraiment les protagonistes de cette question-là. Et on pense aussi qu'il y a un manque de priorisation de l'assainissement. On ne sait pas si c'est la politique de l'autruche, mais la question de l'assainissement vient vraiment si je ne dirais pas en troisième, voire quatrième position au niveau de certains pays. Si je prends par exemple aussi le cas du Sénégal, une étude qui a été menée par ONAS sur les priorités, par exemple, de dépenses des ménages, il s'est retrouvé dans certaines communes de Dakar. L'étude a montré que l'assainissement arrivait en 6e position. Après tout ce qui est santé, eau, électricité, c'est à la 6e position que l'assainissement arrivait. Ce qui montre même un problème d'appropriation des populations sur la pertinence que l'assainissement est lié à la santé, l'assainissement est lié à l'eau potable, l'assainissement est lié à l'éducation de leurs enfants. Donc, il y a vraiment ce manque de priorisation. Et il y a l'instabilité du secteur. Je parle sous le contrôle de Tabalaba, qui avait noté lors d'une réunion qu'on avait en juin plutôt dernier, en marge de la réunion de lancement du Forum mondial, une réunion que le collectif des OSC a menée à Dakar. Le changement de ministère, par exemple au niveau du Mali, joue un peu sur la stabilité du secteur. Ce qui fait que malheureusement ou heureusement, le ministre, quand il reprend fonction, il doit s'acclimater, il doit rencontrer, même si les autres acteurs vont continuer de faire leur travail, ça joue un peu sur la pérennisation des changements qu'un ministre peut apporter sur la question. Et il y a aussi le problème de l'inégalité rurale-urbaine. Si on prend encore, je reste sur des exemples pour être vraiment factuel, sur la question des stations de traitement, par exemple, on se retrouve avec la ville qui peut avoir 1, 2, 3 ou les plus chanceux, 4 stations de traitement. Mais quand tu vas dans le rural, ils n'ont pas de station de traitement et même pas de station de dépotage ou de sites de transit, même pour le dépotage, ce qui joue vraiment sur la précarité, on va dire, de l'assainissement dans la zone rurale. Et le problème de transversalité de l'assainissement, que l'assainissement touche à la fois les questions de santé, les questions de finances même, les questions d'éducation, les questions d'énergie, d'environnement, ce qui fait qu'il y a vraiment un déficit de synergie pour ce secteur-là. Mais on voit de plus en plus que le ministère, soit de l'assainissement ou même de l'environnement dans certains pays, ont compris la question et essaient de créer vraiment des cadres de concertation multisectorielle pour un peu commencer à réfléchir sur les questions d'assainissement et comment chacun, selon sa diversité, mais aussi sa complémentarité, peut faire changer les choses. Il y a un problème aussi pour le financement des bailleurs. On peut arriver pour une même zone ou pour une même localité, voire 3, 4 à 5 bailleurs qui financent un même aspect ou un même maillon de la chaîne, que ce soit par exemple pour des toilettes, que ce soit pour la vente de toilettes. Tu arrives dans une commune où il y a un bailleur qui offre des toilettes ou un autre bailleur qui fait la promotion du marketing de l'assainissement, donc amener les populations à être partisanes de l'assainissement. Tu arrives dans une autre localité où le bailleur arrive pour former. Donc, pourquoi ne pas créer plutôt cette synergie entre bailleurs pour arriver à se dire, peut-être moi, en tant que bailleur, je n'ai pas
un plan défini sur la commune, mais si un autre bailleur couvre cette partie-là, moi, je peux apporter plutôt dans ce domaine-là. Et il y a le problème de la forte dépendance des bailleurs, la forte dépendance de certains pays envers les bailleurs. Donc, on attend plutôt les fonds qui viennent des bailleurs pour pouvoir faire des activités ou des programmes liés à l'assainissement, ce qui nuit, on pense, au financement. Et il y a un problème aussi de fait financement domestique, donc le pays en lui-même ne met pas vraiment assez d'argent, donc les populations elles-mêmes ne contribuent pas vraiment à l'assainissement. Et aussi, encore l'assainissement, c'est tellement sensible vu que ça touche à la dignité, donc dès que tu prends par exemple la question des bouts de vidange ou tu prends la question de la salubrité, personne ne veut dire que je fais caca, donc je vais contribuer à ça, personne ne veut dire que c'est moi qui salis. Donc, on n'arrive pas vraiment à rendre ce secteur-là bancable et vendable. Il n'y a pas assez de marketing vraiment vendeur autour de l'assainissement en tant que secteur rentable, pourvoyeur d'emplois et qui peut contribuer au développement de certains pays. Et il y a un fort gap en termes de données fiables et contextuelles sur les maillons de la chaîne de valeur de l'assainissement. Par exemple, pour la construction d'une station, il manque les quantités de boue, par exemple, produites à l'échelle de la ville, combien de camions existants, combien de vidangeurs il y a des vidangeurs clandestins, il y a des vidangeurs reconnus, est-ce qu'ils sont bien organisés? Donc, ce manque de données-là empêche aussi le financement d'être assez périn sur la question. Et on parle aussi du manque de synergie de façon générale, au-delà des gouvernements. Quelle synergie il y a entre gouvernement, secteur privé, société civile, médias autour de l'assainissement? Parce que bon, l'assainissement n'appartient pas à un acteur clé, c'est une question déjà personnelle. Et comment on arrive à un niveau personnel à délocaliser selon le secteur où on se situe. Et concrètement, en termes de contribution du secteur privé, on l'a positionné à 4 niveaux. Sur la question de ne laisser personne de côté, c'est vraiment l'aspect de co-création. C'est de travailler vraiment avec le gouvernement pour définir des solutions efficaces avec une valeur ajoutée sociale significative. C'est de fournir des services d'assainissement dans les écoles, dans les lieux de travail, dans les établissements de santé. Donc, ce problème de synergie dont j'ai fait cas qu'il y a un problème dans la question du financement, c'est le secteur privé avec cette vue d'ensemble peut arriver, selon le secteur de l'éducation, arriver à fournir des services d'assainissement propres au secteur de l'éducation, propres au secteur de la santé, ainsi de suite. Aussi pour la fourniture de services aux plus pauvres, les femmes, les filles, les personnes handicapées. Comme je l'ai dit tantôt, le secteur privé a cette visibilité sur la diversité d'acteurs, la diversité de personnes autour de l'assainissement. Donc, il peut fortement y contribuer et aussi appuyer dans les efforts de plaidoyer. Parce que le secteur privé a la chance de ne pas être partisan. Donc, peut vraiment contribuer au changement de comportement, au changement de pratique selon certaines tranches de la population. En termes de leadership et de co-création aussi, c'est de favoriser le changement transformationnel dans la réalisation des ODD. Les différents pays se sont fixés des objectifs, mais dans la faisabilité, souvent ça porte problème. Donc, pour pouvoir mieux atteindre les ODD, faire en sorte que pour chaque objectif des ODD, quels sont les éléments sur lesquels le secteur privé peut appuyer le gouvernement ou les différents acteurs impliqués. En termes de compétences aussi et d'expertise, pouvoir accompagner à atteindre ces objectifs et prendre les mesures soit dans les usines ou avec les fournisseurs, les gouvernements, les collectivités. Et un autre volet, c'est la planification, le suivi et la revue. J'ai parlé tantôt du manque de données fiables, donc c'est d'arriver à vraiment collecter des données fiables, des données qui peuvent être transposées sur 10, 20, 30 ans, donc être en avance déjà sur les changements qui pourraient survenir. C'est appuyer aussi dans l'établissement d'une gouvernance appropriée sur les services d'eau. Donc, on parle vraiment de l'aspect comment le secteur privé peut utiliser le côté technique qu'il connaît
vers l'assainissement qui est vraiment quelque chose de social avant d'arriver à toutes ces questions économiques et autres. Et en termes de finances, c'est vraiment d'apporter une synergie d'action entre gouvernement, ministère autour de la question de l'assainissement. Et concrètement, ce que Niel fait, déjà peut-être rappeler pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes une agence de plaidoyer. Donc, on est certes du secteur privé, mais carrément différent. On n'est pas dans la construction de toilettes, on n'est pas dans la fourniture de services d'assainissement. C'est vraiment comment utiliser le plaidoyer pour faire changer les politiques, pour faire changer les comportements au niveau des populations, au niveau des décideurs, et cela sur une large gamme de thématiques. Et nous sommes engagés depuis 2017 avec la Fondation Gates sur un projet de valorisation et de régulation de l'assainissement autonome en Afrique de l'Ouest francophone avec un focus sur le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et on travaille avec une diversité d'acteurs, des décideurs, de la société civile, des institutions régionales, le secteur privé même, parce que c'est comment arriver à rendre vendable ce secteur-là. Donc, comment mieux vulgariser ce que le secteur privé peut apporter sur les questions d'assainissement, sur les questions de politique même autour de l'assainissement, créer cette synergie avec les acteurs pour montrer plutôt que ce secteur-là est économiquement rentable. Et pour cela, on s'est engagé dans un processus une étude qui pourrait montrer les facilités de financement parce que, comme j'ai dit tantôt, certains pays se relaient trop sur les bailleurs, mais d'autres aussi veulent aller chercher les financements. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire une étude qui présente la large gamme de financement autour de la question de l'assainissement. Quelles sont les facilités? Est-ce qu'il y a des institutions qui mettent en place des programmes pour permettre à des gouvernements, à des institutions d'avoir des financements? Est-ce qu'ils accompagnent dans le renforcement de capacités, dans la mise en relation? Et durant la réunion au Costa Rica, nous avons pu rencontrer sous le leadership du ministre burkinabé la délégation du Mali, la délégation du Niger, la délégation du Bénin, la délégation aussi du Burkina, pour un peu voir quelles sont les difficultés, quels sont les blocages suivant certains maillons de la chaîne de l'assainissement, un peu discuter sur les difficultés qu'ils ont. Et au sortir de cette réunion-là, nous avons décidé d'organiser plutôt une réunion avec les différentes directions techniques de l'assainissement de ces pays-là et les offices nationaux pour un peu réfléchir sur quelles pourraient être les solutions les plus efficaces, les plus adaptées sur les villes et les pays de la sous-région. Quelles sont les données qui manquent en matière de financement, parce que même les offices, même les directions, même si c'est elles qui accompagnent ou qui facilitent la mise en œuvre de programmes d'assainissement, elles ont des failles aussi en termes de données. Donc, comment accompagner? Est-ce que c'est de la recherche dont ils ont besoin? Est-ce que c'est juste partage d'expériences en différents pays? Et voir aussi dans quelle mesure les différents composants de la chaîne de services peuvent être évalués et voir c'est où qui est plus rentable. C'est plus rentable d'investir dans le traitement, donc c'est de maximiser à ce niveau-là et réduire la construction, par exemple, de toilettes. Comment faire en sorte que les pays puissent accéder aussi à ces ressources et voir comment vraiment créer cette synergie-là. Donc, voici un peu la présentation du secteur privé et aussi ce qu'on fait sur l'assainissement actuellement. Merci beaucoup, Madame Badolo. C'est en effet très, très intéressant de voir la complémentarité entre votre action et celle du gouvernement. On va avoir maintenant un espace de discussion. On a 10 minutes, donc je vais devoir quand même respecter le temps. Mais je vais déjà partager avec vous un petit peu ce qui a été dit dans les discussions, dans la boîte de discussion. Notamment, nous avons une question du point focal du Bénin qui pose une question qui est en fait assez similaire à WaterAid au Mali, à celle de WaterAid au Mali. Donc je vais vous la lire, mais je vais peut-être aussi laisser le point focal du Bénin peut-être rajouter s'il le veut à cette question. La question est en fait pour le Burundi, donc pour notre représentante du Burundi. Et la question est, est-ce que vous avez fait une étude pour renseigner les facteurs d'inégalité dans votre pays, dans le sous-secteur eau et assainissement?
Et est-ce que le PND du Burundi prend-il en compte les questions d'inégalité, ce qui est assez similaire à la question posée par WaterAid au Mali, qui est en fait de poser la question de comment le Burundi identifie-t-il les cas d'inégalité et quelles actions spécifiques sont ciblées sont prises. Donc voilà, je voulais voilà, est-ce que le Bénin veut rajouter à cette question? Et sinon, on va peut-être demander au Burundi à la représentante du Burundi de répondre. Je vais juste vous demander. Voilà. Bonjour, est-ce qu'avant de demander au Burundi de répondre, le Mali a une question aussi à l'endroit du Burundi? Oui, alors si c'est une question similaire, vous pouvez rajouter, et puis on peut vous redonner un espace aussi pour parler. Et puis que le Burundi apporte une réponse voilà, commune. On regroupe les questions et puis on lui passe la parole. Très bien, oui, allez-y alors. Ok, merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de féliciter tous ceux qui ont présenté. D'abord Katharina pour cette bonne introduction. Puis après Balwant et Madame Jeanne. Alors, c'est beaucoup. Le point focal national au Mali. Je suis accompagné ici par Madame Aïssata Cissé, qui est la suppléante. WaterAid nous a reçus ici, l'UNICEF est là, la CPS, Kabalaba, la société civile, et voilà, Tracfin est là. Voilà, les consultants Tracfin. En fait, c'est pour dire franchement ce que nous avons entendu ici par toutes les présentations, réconforte en tout cas le Mali dans sa démarche. Les 5 points cités, les premiers défis, effectivement, les défis essentiels aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés, c'est le financement. Et aussi comment réduire les inégalités. Je suis d'accord avec Katharina, de façon progressive, surtout entre les milieux ruraux et les milieux urbains, et les riches et les pauvres. Je suis d'accord avec aussi Balouane, c'est pour cela que le Mali dit, écoutez, d'abord il faut relire la politique nationale de l'eau, la politique nationale de l'assainissement et s'aligner avec les ODD pour prendre en compte exactement tous ces aspects-là. Mais, parce que 2030, c'est bientôt, on dit au cœur, non, et on ne peut pas attendre de terminer, effectivement, ça c'est le président de la République, à relire tous ces documents des politiques. Il faut des mécanismes immédiats sur place pour réduire ces inégalités. Je voudrais vraiment partager avec tout le monde les cas que nous avons mis en place récemment avec les partenaires, c'est de favoriser les raccordements qu'on appelle branchements sociaux. Et la semaine dernière, le Premier ministre a lancé une opération de 100 000 branchements sociaux. 100 000 branchements sociaux, comment raccorder les plus pauvres au réseau d'eau potable. Et au lieu de payer 120 000 francs CFA, donc les bénéficiaires ne payent que 20 000 francs CFA qui constituent une avance sur consommation. Bon, c'est pour dire que ça nous réconforte, ça nous a donné encore davantage d'idées et ça nous encourage et nous allons continuer à poursuivre effectivement ce que nous sommes en train de faire, avec l'appui du secrétariat bien sûr. La question à l'endroit de Mme Jeanne de Burundi, félicitations aussi pour sa présentation et la volonté des autorités burundaises. Le plan décennal de développement qui attribue 8% du budget au secteur de l'assainissement, quels sont exactement en termes d'indicateurs par rapport à l'accès à l'eau potable et l'assainissement de ces plans? Est-ce que ces plans prévoient d'aller à 100% comme souhaité exactement par les ODD? Et si oui, le plan B aller à 100% d'accès à l'eau potable et à l'assainissement au niveau du Burundi, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? L'indicateur de référence. Par exemple, au Mali, nous sommes à 68,8%. Notre politique, notre programme qu'on est en train de finaliser, nous amène à 100%. Aujourd'hui, le Burundi a combien de pourcents exactement? Et le financement, comment? Qu'est-ce qui est acquis en termes de financement par rapport sur les 8% du budget du Burundi? Voilà un tout petit peu la question que je voulais adresser à Mme Jeanne. Encore félicitations à tous ceux qui ont présenté. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. Donc du coup, je vais maintenant laisser la parole à Mme Jeanne du Burundi pour si elle peut répondre à cette question.
Je peux bien sûr répondre si vous en avez besoin. Merci, madame. Seulement, j'ai pas bien saisi la dernière question. S'il pourrait écrire là-bas, ça serait mieux en attendant que je réponde aux questions des autres. Il y a les 3 questions qui sont presque semblables, qui demandaient si on a fait les études pour voir quels seraient les facteurs des inégalités au Burundi. Comme je l'ai déjà dit, on a une stratégie pro-pauvre qui est adoptée en 2012 qui suivait exactement l'étude, donc l'inventeur, donc si l'étude qui a été faite en 2012 qui montrait où nous en sommes et où est-ce que nous voulons aller. C'est après cette étude que cette stratégie a été élaborée et cette stratégie visait justement ces gens que je dirais les plus pauvres. Et c'est cette stratégie qui aide à prendre en charge, je dirais prendre en charge ces pauvres qui, je dirais, qui ne sont pas capables de se payer eux-mêmes ces services sociaux de base. Là, ce que je pourrais signaler, c'est que donc pour le Burundi, il y a une spécificité, c'est que les inégalités ne sont pas, je dirais, sûrement basées sur la pauvreté, mais avoir la topographie du Burundi, c'est que l'eau est presque partout. On a les sources partout. Donc, c'est même plus de 80% de nos réseaux, ce sont des réseaux gravitaires. Et quand les réseaux sont construits sont là, c'est que tout le monde, sans exception, aucun endroit donc à puiser de l'eau. Les inégalités se basent plus spécifiquement sur, je dirais, la topographie, c'est-à-dire là où on ne trouve pas directement les sources. C'est ces gens dans cette localité qui ont cette manque d'eau. Sinon, là où la possibilité de faire l'alimentation est possible, tout le monde qui est là, donc ils ont l'eau. C'est ça que je voulais souligner sur cette spécificité du Burundi. Aussi pour comme j'ai parlé de la stratégie pro-pauvre qui tient compte de ces gens-là qui, je dirais, qui ne sont pas capables. Donc, c'est que lors de l'élaboration des tarifs, ces gens sont pris en compte. Par exemple, pour les tarifs des mairies, donc les tarifs en milieu urbain, si on regarde le prix par mètre cube, il est de 0,07 $ américains. Donc, ces pauvres sont tiennent en compte. Et la stratégie pro-pauvre fait que lors de la planification, lors de l'élaboration de ces tarifs, il développe une stratégie qui fait que ceux qui ont les moyens essaient de payer pour ceux qui n'en ont pas. Donc, c'est pourquoi quand on regarde le prix au mètre cube, donc ça devient un prix qui est abordable même à ces gens qu'on dirait qu'ils n'ont pas assez de masse. C'est pourquoi je vous ai dit, le mètre cube se coûte à 0,07. C'est ça que... Aussi pour donc il y a une autre question qui a demandé si le plan national de développement du Burundi tient compte de ces inégalités. Bien sûr, avant le PND, le secteur de l'eau, avant le financement qui était accordé au secteur de l'eau, c'était minime. Et pour accorder les 8% du PND à ce secteur, c'est que ces inégalités ont été prises en compte. Parce qu'on a vu, donc, quel est le pourcentage? Donc, on est à combien? On va arriver à combien? C'est à partir de ce chiffre qu'on a augmenté le budget jusqu'à 8%, c'est que pour même ces zones-là qui n'ont pas d'eau pour le moment, on souhaite qu'à la fin de 2027, tout le monde aura accès à l'eau et à l'assainissement de base. Donc, pour dire que le PND tient compte justement de ces inégalités. Je pense que j'ai essayé de répondre. Peut-être la question de mon collègue du Mali.
Je vais Oui, voir. alors la question de votre collègue au Mali, je peux la répéter, mais on va avoir il va falloir peut-être répondre très rapidement parce qu'on est un petit peu court en termes de temps. La question était quels sont les indicateurs et quelles sont vos cibles eau et assainissement et hygiène dans le plan national de développement. Oui, Si l'indicateur vous de pouvez référence répondre, au Burundi, voilà, les on est à indicateurs. quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à combien de pourcents? J'ai compris qu'en 2027, le Burundi va atteindre 100%. Et le sur les Ah, indicateurs, c'est que... ouais. Allez-y, Oui, allez-y. est-ce que vous... Oui. Oui, allez-y, mais très rapidement parce qu'on va devoir finir dans même pas une minute. Oui, donc pour le moment, et que nous sommes à une moyenne de 65%, là, cette année que je vous parle, on est en train d'organiser l'actualisation de ces données. C'est qu'à la fin de cette année, on aura un chiffre qui est précis, mais ce que nous avons aujourd'hui, c'est on est à 65% moyenne nationale. Ok, merci beaucoup. Très bien. Merci. On pourra aussi continuer ces conversations de manière bilatérale. Voilà, je voulais vous remercier tous d'avoir participé à cette discussion. Vraiment remercier que le fait qu'on ait 9 pays qui soient présents, tous nos collèges représentés, c'est vraiment dans l'esprit de SWA. Et donc, nous allons partager avec vous les slides. Et comme Katharina le disait, nous allons continuer les conversations jusqu'à la réunion des ministres des Finances qui se passera donc l'année prochaine. Donc voilà, c'est que la continuation d'une discussion qui est bien sûr une discussion de longue durée. Et nous voulons remercier bien sûr intervenants, participants et aussi nos partenaires qui nous ont aidés à faire ce PowerPoint. Et la discussion est vraiment une discussion de long terme, donc n'hésitez pas aussi à prendre contact avec nous pour plus d'informations, des questions que vous n'auriez pas posées. On est là pour y répondre sur le long terme. Voilà, merci à tous. Nous allons partager les slides avec vous et nous sommes bien sûr en contact pour continuer à mettre l'accent sur cette thématique. Voilà, merci, au revoir et bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir, merci beaucoup. Katharina, au revoir, Katharina, Citali, Luis, Lisa, merci à vous tous, merci. Merci, oui, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir à tous et surtout à ceux du secrétariat de soins et à nos collègues d'autres pays francophones. Au revoir. Au revoir et félicitations. Merci beaucoup. Merci. Merci.